Salut tout le monde, c'est Benjamin et Marguerite. Ou Benten et Mamar pour les intimes. Et aujourd'hui, on tente un nouveau format pour vous parler d'un article qui nous intéressait tous les deux. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est revenir régulièrement, vous parler d'un article qu'on aura choisi ensemble sur un thème qui nous plaît. Parce que voilà, on trouve que finalement, se motiver ensemble à lire un article, c'est plus facile que de le faire tout seul, et que de pouvoir échanger sur les points clés, etc., ça va nous aider, nous aussi, à mieux le retenir et à en tirer beaucoup plus profit. Donc si ce format vous plaît, on est tout à fait disposé à accepter vos suggestions sur des articles qui vous intéressent et des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Voilà, il suffira de nous donner envie dans la petite présentation de l'article que vous nous ferez pour que ça nous plaise de le lire et de vous partager ce qu'on en a retenu. Du coup, aujourd'hui avec Marguerite, on aimerait vous parler d'un article qui s'intitule The Patient as Person, an Update, le patient comme une personne, une mise à jour, qui a été écrit par le professeur Dawn P. Richards, qui est à la fois un professeur en médecine qui travaille a priori au Canada et qui est le vice-président d'une association qui est l'association canadienne. C'est l'association canadienne d'alliance thérapeutique des patients arthrosiques, de ce que je comprends. Merci pour cette traduction, Marguerite. Bien sûr. Tout à fait. Donc là, nous avons une lettre de patient qui a été écrite à l'intention du British Journal of Sport Medicine, qui a été relue et acceptée par le journal et qui est écrite donc par un patient, mais qui est également un professionnel de santé. Du coup, Marguerite, est-ce que tu veux bien juste nous résumer rapidement les différents concepts qui sont abordés par ce patient expert tout au long de l'article? Oui, tout à fait. Donc cette mise à jour est très courte, hein. C'est un article qui fait une grosse page et qui nous parle en fait de la vie du docteur Richards en tant que patient qui vit avec une polyarthrite rhumatoïde. Il nous explique dans les grands principes que le fait d'être considéré en tant que patient en premier lieu dans le système de santé est assez réducteur pour lui par rapport à la complexité de sa personne et par rapport à tout ce qu'il a dans sa propre vie. Il prend également l'exemple d'une de ses collègues qui vit avec un syndrome de Parkinson pour nous dire qu'en fait, finalement, c'est elle-même qui est l'experte de sa pathologie la majorité du temps par rapport au temps qu'elle consacre aux consultations. Et à la fin de ce court article, il nous donne quelques suggestions, quelques conseils pour nous positionner en tant que praticiens plutôt dans cette optique de voir les patients comme experts de leurs problématiques et les aider à gérer leur vie au mieux. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ça me paraît pas mal. Je te propose qu'on revienne sur le premier sujet qu'il aborde. Et donc lui, il se plaint en gros que quand il est étiqueté comme un patient qui vit avec une arthrite rhumatoïde et plus comme Monsieur Richards, et finalement tout ce qu'il y a en dehors de sa vie d'autre que la maladie ne compte plus. Et il est vraiment sur l'impression d'être une personne qui est moins importante, moins douée, qui a moins de succès et qui est simplement donc une pathologie et ça lui donne l'impression de perdre complètement le contrôle de sa vie et de ses symptômes. Oui, tout à fait. Le terme qu'emploie Monsieur Richards, c'est vraiment le terme de label. Il se voit comme labellisé, catégorisé comme un patient au sein du système de soins. Et il trouve que cette approche, finalement, est plutôt centrée sur le système de soins et sur la prise en charge, la façon dont les traitements sont effectués. On en avait discuté ensemble. Ça nous évoque un peu cette différence entre un système de soins patient-centré et un système de soins avec plutôt le patient partenaire. Oui, ça peut avoir l'air de la sémantique, parce que patient centré, patient partenaire, quand on ne connaît pas bien les concepts qui sont rattachés, ça pourrait avoir l'air d'être la même chose. Mais l'idée, c'est de considérer que le patient, finalement, donc pour reprendre
le calcul qui a été fait par son ami avec la maladie de Parkinson, bah, il est seul avec ses symptômes, sa pathologie et tous les traitements qu'il a et toutes les choses qu'il met en place pour aller mieux. Il est seul environ 8760 heures par an, contre 10 heures en compagnie des spécialistes, grand max. Donc finalement, bah, les 10 heures qu'il va passer chez le médecin, c'est pas tellement ce qui compte. Et donc on n'est plus sur un patient qui est, enfin un système qui est tourné sur le patient, mais c'est vraiment un patient qui est partenaire et qui se gère lui-même. C'est d'ailleurs la demande qu'il fait également, hein, tout au long de l'article. Monsieur Richards nous dit qu'il aimerait être reconnu plus comme l'expert de ses sensations et déjà de la gestion de ses problématiques au quotidien, plutôt que comme quelqu'un qui a des difficultés pour la gestion de sa maladie et qui du coup est aidé par les professionnels de santé qu'il consulte. Donc en fait, je pense qu'il nous évoque un réel changement de paradigme de la façon dont nous voyons nos patients. Ouais, l'autre truc dont on parlait, du coup, c'est on disait que ça lui faisait perdre toute sensation de contrôle, cette histoire de label qu'on lui mettait, et finalement de se retrouver à la merci du spécialiste qui va lui délivrer sa connaissance et lui prescrire des traitements sans forcément bien comprendre sa vie, ses objectifs et compagnie. Et on se disait que c'était quand même un peu paradoxal, particulièrement avec la vision de la santé qu'on peut avoir en kiné, puisque pour reprendre un truc qui est quand même bien connu chez nous maintenant, qui est la thérapie fonctionnelle cognitive de l'équipe de Peter O'Sullivan, les piliers du système, c'est donner du sens à la douleur dans le sens la comprendre, pas dans un sens punitif judéo-chrétien ou je ne sais pas quoi. L'exposition avec le contrôle et puis améliorer l'hygiène de vie. Mais donc on est vraiment sur une notion de donner au patient du contrôle de ses symptômes. Et à côté de ça, on va, par nos mots, par nos comportements, lui donner l'impression qu'il n'a pas de contrôle sur sa maladie et sur sa vie. Finalement, ce serait certainement plus constructif pour nous, en tant que praticiens, d'aller conseiller notre patient pour adapter au mieux ses stratégies et mieux les orienter en fonction de ce qu'il aime faire dans le quotidien, plutôt que de le voir comme limité. Et le patient n'est jamais là à rien faire du tout, de toute façon. Ouais, et tu disais qu'à la fin, du coup, il fait des propositions justement en tant que patient aux acteurs du système de santé. Et l'une de ces propositions, c'est de reconnaître ce travail que fait le patient en dehors des séances médicales par rapport à ses symptômes. Et on parle de plus en plus, je crois, en kinésithérapie, de la notion d'auto-efficacité aux exercices, d'adhérence aux exercices. Alors que si on valorise justement son autonomie et sa capacité à le faire, je pense qu'il va se sentir beaucoup plus capable et beaucoup plus confiant pour le faire seul. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est ce qui effectivement qu'il évoque dans les 4 suggestions de la fin, qui sont demander aux patients quels sont ses objectifs de vie, premièrement, et orienter notre rééducation et nos traitements, non pas en fonction des incapacités et de ce qu'il ne fait plus, mais plutôt en fonction des objectifs du patient et d'optimiser les choses qu'il fait déjà, finalement. De rassurer le patient sur ses capacités à faire les choses. Et je pense un point très important, de lui faire prendre conscience, finalement, qu'il est déjà capable d'énormément de stratégies et d'adaptations. Parce que si nous, on le voit à titre extérieur, le patient ne s'en rend peut-être pas du tout compte. Et étant limité dans beaucoup d'activités qu'il aime et qu'il ne peut peut-être plus faire face à sa pathologie, on a quand même énormément de patients qui généralisent leur incapacité sur telle ou telle tâche à l'intégralité de leur vie et qui vont être vraiment dans le tout ou rien, quoi. J'étais capable de, maintenant je fais plus rien. On a des discours très radicaux qui, je pense, sont complètement modifiables si on arrive à leur montrer factuellement qu'ils font encore des choses, quoi. Ouais, ce que tu me dis, ça me paraît particulièrement pertinent, enfin un truc auquel on est particulièrement confronté en gériatrie, Ouais, hein, avec des personnes complètement. âgées qui peuvent plus aller faire les courses au village à 5 km et qui du coup ne se sentent plus capables de rien faire, alors qu'en fait Mhm. elles peuvent encore aller chez la voisine à 2 km. Et de plus, effectivement, c'est là qu'on se rend compte à quel point se focaliser sur quelque chose de fonctionnel et qui a de la valeur pour le patient va être d'autant plus motivant dans nos rééducations pour obtenir quelque chose de lui et agir en collaboration.
Et la boucle est bouclée, ça va lui redonner du contrôle sur sa vie. Hé, hé. Euh, Je crois que le dernier point dont on voulait parler ensemble, un petit peu dans cette notion de partenariat entre professionnels de santé et patients, c'est finalement le regard qu'on a nous-mêmes en tant que praticiens sur nos expériences du soin en tant que patient. Soit de se mettre en fait à la place du patient, se mettre nous-mêmes un peu dans une position d'humain qui a eu des expériences dans sa vie aussi. Oui, moi j'ai pas mal appris pendant mes études et au début de mon exercice, vraiment à me considérer comme un fournisseur de soins, un peu déshumanisé comme ça, et du coup, bah, j'allais pas polluer la relation de soins avec mes opinions politiques, avec mes croyances religieuses, et ça allait vraiment me permettre d'assurer le meilleur soin, d'être complètement détaché. Et puis j'ai fait des petites expériences, mais je crois que toi, tu en as une particulière à nous partager. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai repris le travail cette semaine après une quinzaine de jours d'isolement, puisque j'ai été testée Covid+, il y a une petite vingtaine de jours. J'ai donc dû prévenir l'intégralité de mes patients de la situation, bien sûr, arrêter les soins quelque temps. Et à la reprise du travail, en fait, j'ai eu une très bonne surprise, puisque tous mes patients savaient que j'avais été malade. Ils m'ont beaucoup, une majorité, m'a demandé des nouvelles, m'a demandé comment j'avais vécu mes symptômes, etc. Et j'ai trouvé l'empathie de mes propres patients envers moi extrêmement valorisante et très bienveillante, parce que je les ai sentis plus proches de moi, du fait de leur avoir en fait montré que moi aussi j'étais patiente, que le praticien de santé peut aussi tomber malade et il n'est pas infaillible. Finalement, on a été encore plus dans la collaboration cette semaine dans les soins que je leur proposais, puisque je leur montrais finalement que moi aussi j'avais vécu ce que c'était que d'être patiente. Ouais, moi je t'avoue que ça fait maintenant, je pense quelques années que je suis beaucoup plus transparent avec les patients Mhm. là-dessus et que je leur raconte, bah moi quand je me suis cassé le pied, moi quand je me suis luxé l'épaule, ou simplement les jours où je vais pas bien, je leur dis bah non, c'est pas la forme aujourd'hui, mais on va quand même travailler au mieux qu'on peut. Et je trouve qu'effectivement bah, on vient se rencontrer en tant qu'être humain et pas forcément en tant que professionnel de santé vis-à-vis d'un patient. Donc peut-être que c'est une façon aussi de rejeter cet étiquetage du patient en tant que pathologie et pas en tant que personne. Et ça donne des collaborations de soins qui sont vraiment super. Et jamais les patients se sont plaints à moi ou à leur prescripteur que je leur avais dit que j'étais pas en forme ce jour-là ou que j'avais raconté pendant la séance que je m'étais bloqué le dos une fois, quoi. Bien sûr. Finalement, il faut se poser la question, pourquoi nous, en tant que praticiens, peut-être pas on cache, mais on évite de montrer que nous-mêmes, on a pu avoir des faiblesses. Est-ce que c'est finalement une remise en question de notre positionnement en tant que le sachant, etc. Euh, Peut-être pas, mais en tout cas, pendant les études, moi, en formation initiale, c'est ce que j'ai pu ressentir. C'était finalement plutôt pour protéger le professionnel lui-même que pour protéger le patient. Hmm. Je vais me permettre de conclure sur cette idée en te disant qu'en fait, ouais, c'est peut-être un ressenti qu'on a nous tous les deux, mais c'est quand même quelque chose qui est partagé un petit peu à un niveau plus global, puisque en regardant une table ronde d'un groupe qui s'appelle Cause Health, qui est mené par notamment un médecin qui s'appelle le docteur Rani Lil Anjoum, ils évoquaient effectivement cette idée d'arrêter de se blinder vis-à-vis du patient, de partager un peu plus ses expériences Mm. douloureuses, ses expériences de malade, etc. Et que finalement ça se passait très bien, voire même mieux depuis qu'ils le faisaient. Et on est sur des professionnels comme Roger Kerry, etc., qui sont des kinés ou des médecins en exercice depuis des années. C'est pas des perdreaux de l'année comme nous deux. Tout à fait. Et sur Bah ce, écoute, Marguerite, je vais te proposer d'avoir le mot de la fin, puisque je pense qu'on va se quitter là-dessus et se retrouver une prochaine fois pour un autre article. tout à fait. Eh ben, j'ai envie de dire merci au docteur Richards pour sa transparence, à la fois de son regard de professionnel et de son regard de patient, qui nous a permis une discussion fort intéressante sur notre positionnement en tant que praticien. Merci Marguerite, à bientôt. Merci à toi. Ciao.